Être thanatopracteur, autrement dit laveur de mort, n'a jamais été une tâche aisée. Ceux qui ont embrassé ce rôle ont dû s'armer d'un courage inébranlable, enraciné dans une foi sincère, pour exécuter l'un des gestes les plus redoutés, purifier un corps vidé de son souffle vital. Mais ce n'était pas cela, le défi suprême. Ce qui exigeait une foi encore plus tenace, c'était de résister aux nombreuses tentations financières, surtout celles provenant des adeptes de pratiques occultes. Car dans ce monde à la frontière du sacré, ceux qui n'avaient pas de crainte du Très-Haut ont souvent tenté d'acheter la conscience des laveurs de corps, leur proposant des fortunes pour des rites impies autour des défunts. Refuser ces offres n'était pas qu'un choix moral, c'était une épreuve d'endurance spirituelle. Les anciens ne cessaient de le rappeler. La cupidité attire les ténèbres, et comme dans tous les milieux, certains ont tenu bon, d'autres ont cédé. Le récit que tu vas entendre aujourd'hui est tout sauf ordinaire. Il a semé le trouble dans les rangs de la police, ébranlé les témoins et laissé chez ceux qui l'ont entendu une sensation étrange, mêlée d'angoisse et d'incrédulité. Ce récit ne ressemble à aucun autre. Il a choqué et son dénouement a dérouté même les cœurs les plus endurcis. Voilà pourquoi il est conseillé de l'écouter dans le silence, loin de toute agitation. Tout a commencé dans la ville d'Otu en 2002. L'histoire débute avec un jeune homme nommé Obi. Âgé alors de 30 ans, il vivait avec sa mère dans une maisonnette modeste, nichée dans le vieux quartier d'Ibarra. Leur quotidien était paisible, sans excès. Chaque jour, il retrouvait ses camarades au petit café du coin. Discret, non-fumeur, il ne causait jamais de problème, jusqu'à ce jour étrange où une voiture de police l'a intercepté brutalement. Sans aucune explication, les policiers ont saisi Obi et l'ont embarqué sans ménagement. Ils ne lui ont donné aucune raison, se contentant de lui dire qu'il comprendrait plus tard. Complètement déboussolé, Obi les a suppliés de lui expliquer ce qu'il avait fait. Il assurait n'avoir commis aucun tort, répétant qu'il se rendait simplement au café du coin, comme chaque jour. Mais les forces de l'ordre sont restées muettes. Ce matin-là, un appel d'urgence avait affolé le poste central. Une femme, en état de panique extrême, avait crié au téléphone qu'elle était en danger de mort. Sa voix était secouée de tremblements. Remplie de frayeur, elle suppliait qu'on vienne la sauver. Les policiers ont tenté de la calmer, de lui demander son identité, l'origine de la menace, et surtout son adresse. Elle a fini par balbutier le nom d'Obi, en précisant son prénom et son lieu exact de résidence. Elle a aussi donné son propre nom, Ada, et indiqué où elle se trouvait. Puis, d'un coup, elle a hurlé avec hystérie avant que l'appel ne se coupe brutalement. Les agents se sont précipités vers l'adresse indiquée. Devant la porte de l'appartement, un silence pesant les a accueillis. Ils ont frappé plusieurs fois, sans réponse. Devant cette inquiétante immobilité, ils ont décidé de forcer l'entrée. La scène qui les a attendus à l'intérieur a été un véritable choc. Dans une pièce totalement retournée, 2 corps gisaient sur le sol. L'un était un homme, l'autre une femme. Le spectacle était insoutenable. Le corps de l'homme portait les marques de plusieurs coups de couteau, comme s'il avait été attaqué avec une violence inouïe. Quant à la femme, sa gorge avait été tranchée d'une oreille à l'autre. Le désordre ambiant indiquait un affrontement intense et destructeur. Les meubles renversés, les objets éparpillés, tout témoignait d'un combat acharné. Au départ, les enquêteurs ont songé à un conflit sanglant entre les 2 victimes, un double homicide conjugal peut-être. Mais rapidement, en vérifiant l'identité de l'homme, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'Obi. La situation prenait alors une tournure bien plus inquiétante. Le vrai suspect était toujours en liberté et il fallait l'interpeller au plus vite. En se basant sur l'appel d'Ada, les policiers ont foncé chez Obi. C'est à ce moment qu'il a été arrêté, sans comprendre pourquoi. Ce n'était pourtant que le début d'un mystère bien plus sombre que ce qu'ils imaginaient. Conduit au poste, Obi n'arrêtait pas de clamer son innocence. Il répétait qu'il n'avait rien à se reprocher. En salle d'interrogatoire, quand on lui parla d'Ada, il fut figé par la stupeur. Il affirma être resté enfermé dans sa chambre toute la journée, ne sortant qu'en fin d'après-midi. Les enquêteurs ont tout tenté pour le faire craquer. Ils ont accentué la pression sur Obi, dans l'espoir de lui arracher des aveux. Mais, en dépit de leurs efforts, il est resté ferme. Il répétait sans cesse qu'il était innocent, qu'il n'avait aucun lien avec cette affaire. Il jurait ne pas connaître l'homme retrouvé mort et disait n'avoir jamais eu de contact significatif avec Ada. De son côté,
La police scientifique a mis tous ses moyens à contribution pour faire la lumière sur ce drame. 2 équipes spécialisées ont été mobilisées. L'une s'est rendue immédiatement sur la scène du crime. L'autre a entamé une fouille minutieuse de la maison d'Obi. Chaque recoin a été inspecté, ses effets personnels passés au crible, ses appels téléphoniques analysés et sa position géographique triangulée grâce aux relais d'antennes disponibles à cette époque. Même si les technologies étaient moins avancées qu'aujourd'hui, les résultats ont montré qu'Obi se trouvait bel et bien à son domicile pendant les heures du meurtre. Ce détail a semé la confusion. Une nouvelle hypothèse a alors été envisagée. Et s'il avait volontairement laissé son téléphone à la maison pour simuler sa présence pendant qu'il agissait ailleurs? Sa mère, Mama Lamy, a également été interrogée. Elle a affirmé, le cœur lourd, que son fils était resté dans sa chambre toute la journée. Elle assurait l'avoir vu enfermé dans sa pièce, puis sortir plus tard pour rejoindre ses amis. Mais malgré ce témoignage, les enquêteurs n'y ont accordé aucun crédit. À leurs yeux, l'appel de détresse lancé par Ada suffisait à sceller le sort d'Obi. Pour eux, ces derniers mots valaient plus que tout. C'était une preuve irréfutable. Pendant ce temps, l'équipe scientifique qui travaillait sur les lieux du crime a relevé toutes les empreintes disponibles. Et ce qu'elle a découvert a glacé l'équipe d'enquêteurs. Il n'y avait aucune trace liant Obi à l'appartement. Aucun ADN, aucune empreinte digitale, pas le moindre indice matériel. Seulement 2 types d'empreintes étaient présentes dans tout l'espace, celle d'Ada et celle de l'homme trouvé à ses côtés. Rien d'autre. Ce constat paraissait invraisemblable. Comment un double meurtre aussi brutal aurait-il pu être commis sans laisser la moindre trace? Cela suggérait que le coupable savait exactement ce qu'il faisait. Peut-être avait-il porté des gants, effacé ses traces avec soin. Peut-être était-il habitué à dissimuler ses actions. Les enquêteurs ont alors conclu que le meurtrier devait maîtriser l'art d'effacer ses preuves. Tout semblait avoir été soigneusement planifié, sauf un détail, le dernier appel d'Ada. Pour eux, cette voix avant l'extinction était la clé. C'était la victime elle-même qui avait prononcé le nom d'Obi. Elle l'avait désigné, et malgré le manque de preuves tangibles, ce nom, cette adresse et les tensions connues entre eux ont suffi à orienter les soupçons. L'enquête a alors pris une nouvelle ampleur. Les policiers sont interrogés plusieurs proches d'Obi et d'Ada. Très vite, certains ont confirmé qu'il existait bel et bien un passif tendu entre eux. Certains habitants du quartier ont même affirmé avoir été témoins d'une violente altercation entre Obi, Ada et l'homme retrouvé sans vie à ses côtés. Selon leurs propos, des échanges agressifs et des menaces claires auraient eu lieu. Ada aurait crié qu'elle comptait bien le faire payer, qu'elle allait le détruire. Obi, de son côté, aurait répondu qu'il ne laisserait pas les choses impunies, qu'elle allait regretter ses actes. Ces déclarations, émanant de plusieurs témoins, ont pesé lourdement dans le dossier. Pour les autorités, cela suffisait à conforter leurs convictions. La justice, de son côté, a considéré qu'il existait un mobile évident, des menaces directes, un témoignage vocal de la victime, ainsi qu'une arrestation en flagrant délit. Sur cette base, Obi a été reconnu coupable d'un double meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans la moindre possibilité de remise de peine. Sa vie venait d'être brisée, son destin fixé à jamais. Aux yeux du grand public, l'affaire était close. Mais la vérité, elle, n'avait pas encore fini de parler. Quelques semaines seulement après le jugement, un événement inattendu bouleversa la donne. Un nouveau témoin, jusqu'alors silencieux, décida de se présenter de lui-même aux autorités. Ce qu'il avait à révéler allait chambouler toute l'enquête, remettre en question l'ensemble de la procédure judiciaire et semer un sérieux doute sur l'identité véritable du tueur. Ce témoin n'était autre que Kola, l'ami d'enfance d'Obi. Les 2 garçons s'étaient connus dès l'école primaire. Ils avaient grandi ensemble, partagé les jeux de rue, les repas, les secrets, les épreuves. Leur relation dépassait l'amitié. C'était un lien fraternel, profond, forgé par les années. Et quand Kola s'est rendu chez les enquêteurs, les révélations qu'il a faites sur Ada et l'homme retrouvé mort à ses côtés ont jeté une lumière entièrement nouvelle sur toute l'affaire. Mais avant de poursuivre, il était essentiel de bien comprendre qui était vraiment Obi, Ada et cet homme sans vie. Obi, celui qui occupe le cœur de cette histoire, est originaire de la ville d'Otu. Il a été élevé dans l'humilité, par un père respecté et craint pour sa sagesse. Un homme nommé Brahim,
qui exerçait le métier de laveur mortuaire. Discret, pieux, toujours tourné vers l'au-delà, Brahim avait choisi cette voie, non pour l'argent, mais pour l'honneur de rendre aux morts leur dignité. Il lavait les corps sans rien attendre, aidant les familles pauvres à traverser l'épreuve de la perte. Malgré sa condition modeste, il répétait souvent qu'il n'enviait personne. Ce que le Très-Haut lui avait offert lui suffisait. Très jeune, Obi accompagnait son père durant ses tournées. Il observait en silence, portait les affaires et aidait du mieux qu'il pouvait. Mais il n'avait jamais touché un corps directement. Ce n'est qu'au moment du décès de Brahim que tout bascula. Pour la première fois, c'est son propre père qu'Obi dut laver. Ce geste fut une révélation. Il affirma que même mort, son père irradiait une paix incroyable. Ce moment l'apaisa, et c'est à partir de là qu'il accepta pleinement l'héritage de son père. C'est ainsi qu'Obi reprend le flambeau de son défunt père. Il devient à son tour laveur mortuaire, considérant cette mission comme un héritage spirituel. Sans être rattaché à une institution, il répond aux appels des familles endeuillées, se rendant là où l'on a besoin de lui. C'est un travail discret, mais il l'accomplit avec humilité. Un jour, alors qu'il participe à une prière dans une mosquée, il croise un homme influent, le directeur d'un hôpital local. Cette rencontre change sa trajectoire. En découvrant le métier d'Obi, le directeur est impressionné par son dévouement. Il lui propose alors de rejoindre officiellement l'équipe mortuaire de son hôpital. Pour Obi, c'est une chance inespérée. Enfin, un poste stable, un revenu régulier, une reconnaissance claire de son travail. Il accepte avec gratitude. Les débuts dans ce nouveau cadre sont prometteurs. Il exerce avec sérieux, professionnalisme et discrétion. Pendant près de 3 ans, il travaille seul, sans encombre. Mais un jour, un autre employé est transféré dans le même service. Cet homme s'appelle Bala. Très vite, Obi découvre que ce n'est pas un transfert ordinaire. Des murmures inquiétants circulent à propos de Bala. Dans son ancien établissement, il était déjà au cœur de nombreuses rumeurs. Des histoires sinistres parlaient de comportements étranges avec les défunts. Plusieurs anciens collègues le décrivaient comme un homme dangereux, impliqué dans des pratiques obscures. Mais pour éviter un scandale, la direction de son ancien hôpital avait préféré le déplacer discrètement. Dès les premiers jours, Obi ressent une tension. Il observe Bala avec prudence, repère des gestes bizarres, des attitudes inquiétantes. Il décide alors de rester sur ses gardes et de ne pas lui accorder sa confiance. Il avait raison. Un soir, alors qu'il rentre du travail, une voix de femme l'interpelle dans la rue. Elle l'appelle par un titre que très peu de gens connaissaient, « Fils de Brahim, le laveur des morts ». Ce surnom le fige. Il se retourne et découvre une femme d'une 50aine d'années. Elle lui demande de venir. Elle prétend avoir une proposition urgente. Elle lui parle avec assurance. Elle affirme connaître son histoire, son métier, et lui propose une opportunité qui, selon elle, ferait de lui un homme immensément riche. Elle lui montre un sac rempli de pièces d'or et d'argent, puis une boîte contenant du couscous. Elle lui demande de remuer cette nourriture à l'aide de la main d'un cadavre et de lui procurer de l'eau utilisée pour laver les morts. Elle savait tout de lui. Elle le visait précisément pour son rôle. Mais Obi ne réfléchit pas longtemps. Il la rejette avec fermeté, affirmant que seul le Créateur distribue la richesse ou l'épreuve. Il tourne les talons et s'éloigne, troublé au plus profond de lui. Ce n'est qu'après son arrestation que ce souvenir devient capital, car l'homme retrouvé sans vie aux côtés d'Ada n'était autre que Bala, son collègue récemment transféré, et la femme égorgée sur place, celle qui avait lancé l'appel à l'aide, c'était Ada, la même qui avait tenté de l'acheter. En s'approchant du corps du jeune homme, Obi remarque immédiatement un détail qui cloche. La chaîne d'identification censée être attachée à la jambe du défunt a disparu. Intrigué, il se penche pour inspecter de plus près. Et là, une étrange sensation l'envahit. Quelque chose ne va pas. En examinant minutieusement le corps, il découvre que la bouche du jeune avait été soigneusement cousue. Le choc est brutal. Obi rassemble son courage, s'empare de ses outils et commence lentement à défaire les points de suture. Ce qu'il découvre à l'intérieur le glace d'effroi, des photographies pliées, de petits objets, des symboles. Il comprend aussitôt. Il s'agit d'un rituel, une œuvre de sorcellerie, plus précisément un rite de séparation, destiné à créer le conflit ou la discorde. Le cordé avait servi de vecteur mystique, et si Bala n'avait pas oublié de rattacher la chaîne d'identification, ce secret serait resté enfoui, à jamais. Obi, bouleversé, court le confronter. Il lui fait part de ce qu'il a trouvé, mais la réponse de Bala
est glaçante. Il lui ordonne de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il le menace. Il lui dit que d'autres ont déjà tenté de se dresser contre lui et qu'ils en ont payé le prix fort. Furieux, Obi lui crie dessus. Il le traite de blasphémateur, d'ennemi du Créateur. Mais Bala, impassible, pousse l'horreur encore plus loin. Il lui fait une proposition abominable, entrer dans leur cercle, garder le silence, coopérer, et il sera riche, protégé, à l'abri du besoin. Mais s'il refuse, sa vie deviendra un cauchemar face à cette pression. Obi sent le danger. Il comprend que ces gens ne sont pas de simples escrocs. Ce sont des êtres profondément sombres. Il ne dit plus un mot. Il se referme. Ce même soir, Ada le retrouve. Elle l'attend à la sortie de l'hôpital. D'un ton froid, elle le menace. Elle lui dit qu'en refusant leur proposition, il a signé une déclaration de guerre. Mais Obi ne recule pas. Il la regarde droit dans les yeux et lui promet qu'elle tombera, elle et Bala. Il n'a jamais pactisé avec les forces du mal et ne le fera jamais. Il connaît déjà plusieurs plaintes à leur encontre. Il attend simplement une preuve irréfutable pour les dénoncer ouvertement. Ce qu'il ignore, c'est que ce courage lui coûtera très cher. Cela fait maintenant 1 an qu'il est en prison. Durant ce temps, son frère de cœur, Kola, n'a jamais cessé de se battre. Chaque semaine, il se rend au tribunal, relance l'avocat, demande des révisions, insiste. L'avocat aussi plaide pour une réouverture. Il réclame qu'on revoie tout, qu'on prenne en compte les preuves manquantes, le témoignage de Mama Lamy et surtout l'absence de mobile réel. Mais malgré tous les efforts de la défense, la justice est restée figée sur les derniers mots prononcés par Ada. Pour les juges, sa voix paniquée avant de mourir suffisait. Elle avait nommé Obi, et cela valait comme vérité absolue. Aucun élément contradictoire ne semblait pouvoir ébranler cette conviction. Mais soudain, un nouveau rebondissement vient perturber l'affaire. Un autre témoin surgit. Cette fois, ce n'est pas en faveur d'Obi, bien au contraire. Il s'agit d'un codétenu. Un homme qui partageait la cellule d'Obi depuis plusieurs mois. Ce dernier affirme qu'au cours de leur sortie dans la cour de la prison, Obi lui aurait fait des confidences. Selon son récit, Obi lui aurait avoué avoir tué Bala en premier, en précisant que ce fut facile, car l'homme était ivre. Ensuite, il aurait attaqué Ada, qui aurait tenté de fuir et appelé la police. Il aurait affirmé avoir prémédité chaque détail. Il aurait laissé son téléphone chez lui pour simuler une présence et serait sorti discrètement par la fenêtre, échappant ainsi au regard de sa mère. Ce témoignage fait l'effet d'un séisme. Pour les enquêteurs, c'est la pièce manquante. Ils y voient une validation de leur hypothèse initiale. Mais une question cruciale reste sans réponse. Si Obi avait réellement tout planifié avec autant de soin, pourquoi aucune empreinte n'a-t-elle été retrouvée sur les lieux? Et surtout, s'agissait-il d'une véritable confession ou d'un mensonge habilement construit? Pourtant, après cette déclaration, le doute est balayé. La justice se ferme définitivement. Aux yeux du tribunal, Obi est désormais coupable à 100%. Le nom d'Ada, son témoignage vocal, et maintenant les propos du codétenu suffisent à sceller son sort. L'affaire est officiellement classée. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que le pire restait à venir. Quand la famille d'Obi apprend ce nouveau témoignage, elle refuse catégoriquement d'y croire. Tous sont convaincus que ce n'est pas possible. Obi n'a jamais été un homme de violence. Il n'aurait jamais pu planifier un tel acte et surtout, il était physiquement incapable de passer par la petite fenêtre de sa chambre. Trop étroite, trop haute. Mais leur protestation n'y change rien. La justice maintient sa décision. Obi reste condamné à perpétuité. 10 années passent. Durant tout ce temps, Kola, son ami d'enfance, n'abandonne jamais. Inlassablement, il retourne au tribunal, relance l'avocat, dépose des recours, demande un nouvel examen du dossier. Pendant ce combat, la douleur ronge Mama Lamy. La mère d'Obi finit par mourir, seule, accablée par le chagrin. Puis, un jour, l'impossible survient. L'homme qui avait témoigné contre Obi revient sur ses pas. Il habite non loin de Kola et l'a souvent aperçu, portant des sacs de nourriture en prison. Un jour, pris de remords, il l'aborde. Il lui avoue que
Chaque fois qu'il le voit marcher ainsi, un poids écrase son cœur. Il lui confie qu'il ne trouve plus le sommeil, que sa conscience ne lui laisse aucun répit, que chaque jour, le mensonge qu'il a prononcé le ronge un peu plus. Puis, les mots tombent, comme un fardeau libéré. Tout ce qu'il avait déclaré devant la justice était faux. Il avait inventé cette confession d'Obi, par jalousie, par amertume, par faiblesse. Il ne supportait pas l'idée qu'Obi puisse être libéré, alors que lui restait derrière les barreaux. Alors, il avait fabriqué un faux témoignage, sans penser que ce mensonge tiendrait une décennie entière. Mais aujourd'hui, il veut que la vérité éclate, même si cela signifie retourner lui-même en prison. Cette confession bouleverse profondément Kola. En larmes, il lui demande comment il a pu garder ce secret aussi longtemps sans en mourir. Grâce à cet aveu, les choses évoluent. Le dossier d'Obi est officiellement rouvert. Une nouvelle équipe d'enquêteurs est nommée. Ils décident de tout reprendre à zéro. Ils réexaminent les corps et ce qu'ils découvrent fait basculer l'enquête. La blessure à la gorge d'Ada n'était pas profonde. Elle semblait étrange, presque mise en scène. Les analystes révèlent alors une vérité choquante. La coupure était auto-infligée. Oui, Ada s'était très probablement donné la mort, mais pas avant d'avoir tué Bala. Une violente dispute avait éclaté entre Balibone et Tante. Ada savait que la vérité finirait par éclater. Elle savait qu'Obi allait parler, qu'il existait déjà des soupçons, des plaintes, des regards pesants. Elle se sentait acculée. Alors, elle tenta une dernière manœuvre. Elle poignarda Bala. Puis, avant de mettre fin à ses jours, elle composa le numéro de la police. Dans un dernier élan de manipulation, elle cita le nom d'Obi, espérant l'entraîner dans sa chute. Mais elle avait oublié l'essentiel. Si elle avait peut-être dupé les hommes, elle ne pourrait jamais fuir le jugement du ciel. Obi, lui, venait de purger 10 longues années pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Finalement innocenté, il fut indemnisé par l'État pour cette terrible erreur judiciaire. Mais aucune somme, aussi importante soit-elle, ne pouvait lui rendre le temps perdu. Aucun chèque ne pouvait remplacer sa mère, morte de chagrin. Aucun montant n'effacerait la douleur de l'isolement, les regards accusateurs, les nuits sans fin, et le destin ne lui laissa que peu de répit. Quelques mois après sa libération, Obi commence à ressentir de vives douleurs. Les examens médicaux sont formels. Il souffre d'un cancer du sang, une maladie développée durant ses années d'incarcération. Peu de temps après, il s'éteint, à son tour, fatigué, usé, mais lavé. Il quitte ce monde, sans tache, l'âme en paix. Ada, elle pensait échapper au châtiment des hommes, mais elle a rencontré un jugement bien plus élevé. Quant à Obi, il a enduré l'injustice, le silence, la solitude, mais jamais il n'a flanché dans sa foi. Et aujourd'hui, que le Très-Haut l'accueille dans sa lumière. Alors, dis-moi, t'attendais-tu à cette fin? Moi, sincèrement, j'étais complètement perdu. Cette histoire m'a retourné. Et si tu ne le sais pas encore, je découvre les récits en même temps que toi. Quand je les enregistre, c'est mon partenaire qui les prépare et les traduit. Moi, je les vis avec vous. Et celle-là, vraiment, elle sort du lot. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Like, partage. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire frissonnante.